Donc nous allons retrouver à nouveau Brigitte Lahaye qui m'interviewe sur Sud Radio. Et nous allons envisager le statut victimaire et la société victimaire aussi. C'est vraiment important. Est-ce que je suis une victime ou est-ce que j'ai été victime de quelque chose qui m'est arrivé ? C'est important de se poser la question. Et c'est important aussi d'essayer de comprendre pourquoi certains ont besoin du statut de victime. Voilà. Et puis, je voudrais ajouter un avertissement qui me semble très important. Je vous donne ça. On écoute d'abord Brigitte Lahaye et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors la vie, c'est fait de joie, de souffrance. Et c'est souvent les souffrances, beaucoup plus que les joies, c'est les souffrances, les événements difficiles qui nous font grandir, à condition toutefois qu'on accepte de s'en sortir. Et puis malheureusement aujourd'hui nous sommes dans une société victimaire qui nous encourage trop souvent à nous poser en victime, je dirais même à rester une victime. Alors je vous propose avec mon invité Jean-Charles Bouchou de faire de nos souffrances une énergie d'éveil. Alors il va bien sûr nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant et puis il va nous dire aussi comment on peut faire. Donc si vous êtes un peu très en colère, si vous avez envie de vous venger parce qu'on vous a fait du mal, si vous n'arrivez pas à sortir d'un traumatisme, si vous êtes dans la souffrance depuis déjà longtemps, eh bien je vous propose de venir témoigner, d'évoquer avec nous ce que vous ressentez et puis on va essayer d'en faire quelque chose de positif. On vous attend donc quelle que soit votre histoire difficile et notre numéro bien sûr c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors c'est une idée à vous ce sujet, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est vrai, vous êtes d'accord, on est dans une société où il vaut mieux être victime si on a envie d'exister. Oui, c'est possible. C'est important aussi de reconnaître qu'on a été victime, parce que vous savez, il y a aussi des personnes qui sont dans le déni des problèmes qu'ils vivent et qui subissent la violence d'autres personnes, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et qui disent oui mais la pauvre elle souffre et qui n'acceptent pas d'entrer dans le statut de victime. C'est important à un moment donné de s'apercevoir qu'on est victime. Mais une fois qu'on s'est aperçu qu'on est victime, on ne l'est plus. Parce qu'en fin de compte, on est victime tant qu'on n'a pas compris ce qui nous arrive, tant qu'on n'a pas accepté de voir les choses en face. Alors, on ne l'est plus, on devrait ne plus l'être, mais il y a des personnes qui restent dans cet état de victime, c'est ce que... Oui, parce que, d'ailleurs, j'ai fait un lapsus, je sais pas si vous l'avez entendu à l'antenne, j'ai dit le mot statut, c'est vrai, vous avez raison, il y a pour certaines personnes, être victime est un statut. Et on voit dans des groupes de parole, des personnes qui viennent, qui profitent du groupe de parole pour se rétablir, puis qui au bout de quelques semaines, quelques mois, disent au revoir, ce qui est très bien, et c'est une bonne nouvelle. Mais vous avez des personnes qui s'installent, et pendant des années, et ils vont vous parler du bourreau ou de la personne qui leur a fait du mal il y a tellement longtemps. Ouais, à un moment donné, ça vaut le coup aussi de passer à autre chose, et j'aimerais bien qu'on s'interroge à ce sujet. Bien sûr, on va s'interroger avec ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Alors, l'énergie d'éveil, c'était votre idée. Qu'est-ce que vous appelez l'énergie d'éveil ? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont effondrées parce que vous savez, à l'origine, ce qui m'avait fait connaître, c'était ce fameux livre, Les pervers narcissiques. J'ai rencontré énormément de monde à ce sujet. Beaucoup se sont effondrés, certains se relevaient et certains disent j'en suis ressorti grandi. Alors ils disent ça des années après. Oui, et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quels sont les mécanismes qui permettent de s'en sortir, ça c'est déjà pas mal. Et ensuite, est-ce qu'on pourrait utiliser effectivement cette souffrance et cette colère comme tremplin, pour transformer cette énergie sur un chemin, on va dire spirituel par exemple ? Alors, les mécanismes qui permettent de s'en sortir, c'est quoi ? C'est déjà sortir du déni, c'est la première chose à faire. Sortir du déni, conscience réelle, des idéalisations de soi et de l'autre. Parce que très souvent, vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que les mécanismes du pervers narcissique et les mécanismes de sa victime sont souvent comme le positif et le négatif d'une même photo. C'est une image que nous proposait Freud. Ils sont inverses et pourtant montrent la même chose. Comme le sado et le maso, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Enfin, oui. Et donc, à un moment donné, les mécanismes de défense se ressemblent énormément. Et on trouve notamment le déni. Vous allez avoir chez le pervers le déni de la souffrance qu'il fait subir à l'autre. Et vous allez avoir chez la victime le déni de la responsabilité du pervers. C'est-à-dire qu'ils vont dire la pauvre, il souffre, ou il a souffert dans son enfance, ou on le comprend, et en fait ils essaient de le réparer. Il y a quelque chose de l'ordre de la toute-puissance aussi chez la victime, qui aimerait bien sauver son bourreau. Alors la toute-puissance, c'est un terme que évidemment je comprends très très bien, mais qui est peut-être encore assez difficile à entendre pour tout le monde, parce que si on n'a pas fait un peu de psychanalyse, la toute-puissance c'est un terme compliqué. Vous pourriez le développer ? C'est le sentiment d'avoir quelque chose d'extraordinaire à l'instant
l'intérieur de soi qui va permettre, par exemple, dans le cas que je citais tout à l'heure, de soigner l'autre, ou grâce à moi, il va aller bien. Et à un moment donné, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nous ne possédons pas cet objet magique, et que si l'autre veut aller mieux, c'est à lui de travailler. C'est pas à nous à sauver les autres. On pourrait dire que l'inverse de la toute-puissance, c'est de reconnaître son impuissance ? Oui, alors ce qui est surprenant, c'est que quand on arrive à sortir de son fantasme, pour le coup, de toute puissance, on a pleinement accès à sa vraie puissance. Parce que sortir de sa toute-puissance ne veut pas dire qu'on n'a pas une belle puissance à l'intérieur de soi qui va nous permettre de faire des belles choses, hein. Donc le contraire de la toute-puissance n'est pas l'impuissance, au contraire, presque au contraire. D'accord. Il faut sortir du fantasme de toute puissance pour rencontrer sa puissance. En tout cas, c'est en reconnaissant qu'on n'a pas le pouvoir de faire ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire de changer l'autre, ou de refaire quelque chose pour que l'accident n'arrive pas. Hein. On entend ça aussi. La culpabilisation à l'extrême, c'est aussi une sorte de toute-puissance. Si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais fait autrement, ça serait passé différemment. Voilà, mais on ne savait pas à l'époque. Donc c'est cette reconnaissance de la réalité. Exactement. Tout simplement. Sortir du déni, sortir de la toute-puissance, sortir de l'idéal, parce que je suis pas la personne parfaite, semble-t-il. Et l'autre n'est pas parfait, et à partir de ces imperfections, qu'est-ce que nous pourrions construire ensemble? Ça, c'est un beau projet de vie. Mais quand on cherche à être le sauveur de l'autre, et quand l'autre cherche à nous faire croire à une image qui n'existe pas en réalité de personnalité parfaite, on est dans le narcissisme, on est pas loin de la folie quand même, hein. Alors là, vous parlez évidemment des souffrances quand on a vécu avec quelqu'un de pervers, hein, manipulateur toxique. Est-ce que on peut pas aussi en faire une énergie d'éveil lorsqu'on a eu par exemple un grand accident et qu'on en ressort un peu apparemment amoindri, abîmé, et utiliser ces expériences de vie qui sont douloureuses plutôt que pour, comme vous disiez tout à l'heure, embrasser le statut de victime, s'en servir pour aller sur un chemin spirituel. Et il y a effectivement des techniques que j'avais exprimées d'ailleurs à une époque dans mon livre Transformer souffrance et colère en une énergie d'éveil, qui était paru chez Dervy. C'est une façon d'aborder les choses qui va nous permettre effectivement de grandir, de faire partie de ces gens qui disent moi j'en suis ressorti grandi. C'est ça, et on entend certaines personnes qui ont su justement en faire une énergie d'éveil. Alors il y a aussi peut-être la nécessité de comprendre que ça prend un peu de temps, quoi. C'est pas comme vous l'avez dit. Pour une fois, le temps est votre allié quand vous êtes dans la souffrance, parce que rien n'est permanent. C'est une des choses que l'on peut comprendre aussi au travers de nos souffrances. Tout est impermanent. Tout est impermanent dans ce monde. Et donc, avec le temps, vous allez oublier, vous allez passer à autre chose, et une nouvelle énergie va vous habiter, vous allez pouvoir en ressortir. Même si pendant un moment, c'est très désagréable. C'est souvent plus désagréable d'ailleurs que de rester en colère ou d'être dans la vengeance. La colère et le désir de vengeance sont un bon moyen d'éviter sa souffrance. C'est ça. Hein, c'est un mécanisme de défense normal qui se fait à un moment donné, mais qui à un moment donné doit être abandonné aussi. Il faut que notre dépression, notre tristesse, notre souffrance, on doit l'embrasser pleinement. Et au fond du trou, alors ça c'est ma croyance, et je vais vous la livrer, au fond du trou, il y a toujours un message à trouver. C'est-à-dire que le symptôme, il se présente, la souffrance en l'occurrence, se présente pour nous dire quelque chose. Si j'entends le message qui m'a été donné, le symptôme n'a plus rien à faire ici. Si je ne l'entends pas, il se représentera à nouveau. Et chaque fois un petit peu plus fort. Oui. Alors moi j'ai une expression qui ressemble un peu à la vôtre, mais qui était un peu différente et qui parlera peut-être aussi aux auditeurs. Moi je dis toujours, il faut toucher le fond pour pouvoir rebondir. Oui, tout à fait. C'est un peu la même chose. Oui, hein, oui. Mais si on s'accroche en effet à sa vengeance ou sa souffrance, ce n'est pas sain. C'est pas grave. On ne descend pas jusqu'au bout. Oui, quoi. Si actuellement vous êtes dans un désir de vengeance ou de haine vis-à-vis de l'autre, c'est un passage normal. C'est un passage. Tout à fait. Quand on observe, parce que ça ressemble tellement à un deuil, en fin de compte, c'est un petit peu de ça qu'on parle. Il y a d'abord le déni, ensuite il y a la colère, puis ensuite il y a cette dépression, puis après, effectivement, la résilience, et on peut en sortir grandi. Donc si vous êtes dans la phase de colère, c'est normal. Sachez qu'à un moment donné, vous en sortirez. Sauf si ça fait 5 ans. Exactement. C'est là où on est dans la pathologie. Voilà. C'est là où le symptôme devient pathologique. Quelques mois dans la colère, c'est tout à fait normal. On a été trahi par son partenaire, on est dans la colère, c'est normal. Ou simplement on l'a perdu. Mais on voit par exemple des divorces qui n'en finissent pas, et qui sont avec des vengeances, etc. On voit bien que là on est dans le pathologique. Il y a quelque chose. On est dans le pathologique, c'est-à-dire que, à mon avis, autre chose veut se dire qui ne peut pas se dire. Sans doute un des deux. D'ailleurs, l'histoire du pervers narcissique, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, à mon avis, abrite potentiellement une grande dépression qu'il ne peut pas avoir en face et qu'il fait porter à un autre.
Donc dans les procédures interminables, il y a un des deux conjoints souvent qui a envie que ça continue, qui a envie d'être dans la colère pour exprimer quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui qu'il ne veut pas voir comme étant une dépression potentielle. En maintenant le lien, hein, même si c'est un lien toxique, quelque part il s'accroche à quelque chose d'autre que ce qu'il a au fond de lui-même. Oui. Alors souvent je dis consultez. Pourquoi ? Parce que c'est important d'avoir l'avis d'une personne qui est neutre et bienveillante. En même temps, nous avons affaire à des êtres humains. C'est-à-dire que on peut rencontrer, en tant que thérapeute, des gens magnifiques, formidables, qui vont nous aider, puis on peut aussi rencontrer des fous. Et ce sont des choses qui arrivent, et c'est des témoignages qui me reviennent assez souvent. Alors je veux dire, on a des indicateurs qui viennent nous dire attention, t'es peut-être pas au bon endroit. Est-ce que vous avez bien affaire à quelqu'un de bienveillant ? Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui est bien compétent ? Ça devrait se sentir. Je l'ai dit, le problème avec le rapport au pervers narcissique, c'est que c'est pas l'autre, hein. C'est que moi, je me suis coupé de moi-même, je me suis coupé de mes ressentis. Beaucoup de personnes me disent, dès les premiers temps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui collait pas, et pourtant, je suis resté. C'est pareil avec un thérapeute, hein. Si vous sentez que ça colle pas, peut-être que vous avez affaire au meilleur thérapeute du monde, mais que vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Ça peut, ça aussi. On n'est pas forcément dans le jugement de l'autre, on est dans accepter de ressentir ce que nous ressentons. C'est-à-dire, si j'ai soif, j'ai pas besoin... Excusez-moi, j'y reviens. Si j'ai soif, j'ai pas besoin qu'on me dise « pensez à vous hydrater ». De la même façon, si j'ai affaire à un thérapeute un peu bizarre, je ne devrais pas normalement avoir besoin de faire une vidéo comme ça, mais quelquefois, on s'imagine, c'est un thérapeute, donc forcément, il a raison. Je vous dis ça parce que là, récemment, quelqu'un m'a dit j'allais mal, j'ai contacté un thérapeute, il m'a dit « je peux vous en sortir, mais c'est 10 000 €. Ouais, 10 000 €. Non. Là, vous avez un indicateur qui est un indicateur prix. Une séance chez un thérapeute, ça vaut, j'en sais rien, en fonction de la région, entre 60 et 120, 140 €. Si vous êtes à Paris, c'est beaucoup plus cher qu'en province. Mais 10 000 €, c'est pas possible. Et la personne a dit, moi, 10 000 €, je peux pas. L'autre a dit, essayez de donner au moins 5 000. La personne a donné 5 000 €, elle a eu le droit à quelques échanges téléphoniques et une petite formation. Pareil pour une formation. Une formation, ça vaut 500, 600 €. Un petit peu plus si vous bénéficiez du CPF, parce que on est obligé d'avoir des agréments Calliope, des agréments qui coûtent très cher. Donc c'est normal aussi que ce soit un petit peu cher. Mais pas dans ces prix-là, c'est pas normal. Et puis souvent, je veux pas faire la promotion de la méditation, mais pour ceux qui sont intéressés, c'est pareil, hein. Si vous allez méditer, moi je fais partie d'un dojo, si vous venez la première fois, c'est gratuit. Et puis la deuxième fois, on va vous demander 5 €. Voyez, si vous voulez venir régulièrement, vous allez prendre un abonnement mensuel, je ne me rappelle plus du prix, c'est 20 ou 30 €, pour pouvoir venir chaque jour. Vous voyez, quand on commence à vous demander, là, pareil, une personne m'a dit, j'ai dépensé 600 € pour aller méditer un week-end, et en plus c'était très moyen, c'est pas normal. Donc s'il vous plaît, faites attention, l'indicateur prix, et puis qu'est-ce que vous ressentez quand vous rencontrez ce thérapeute ou ce professeur de zen, je ne sais pas comment on les appelle, qu'est-ce que vous ressentez si vous avez le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un d'incompétent? Passez votre chemin. Voilà, ça c'était le petit avertissement que je voulais vous donner. Je suis désolé parce que je suis vraiment choqué par ce que j'entends parfois. Le deuxième point, c'est existe-t-il un statut de victime? Est-ce que je suis une victime? Non. J'ai été victime d'une personne, ça peut être mes parents, donc ça peut avoir duré longtemps. On l'avait évoqué d'ailleurs dans une vidéo, il faudrait que je retrouve laquelle. On reste victime ensuite quand on s'en sort de notre inconscient qui nous pousse à revenir sans cesse vivre les mêmes situations. Mais à partir du moment où j'ai compris que je suis victime et où je l'ai accepté surtout, c'est terminé. Le statut de victime n'existe pas. Pourquoi est-ce que je parle d'un statut de victime? Parce que j'ai l'impression que certains d'entre nous ont une faille narcissique béante, importante, et qu'ils ont besoin d'une sorte de patch identitaire. Donc je suis blanc, je suis noir, je suis un homme, je suis une femme, je suis pour le Paris Saint-Germain ou pour je ne sais pas qui y a en face, l'Olympique de Marseille. Ça, c'est bon, ça peut être amusant, mais c'est bidon. Ou je suis chrétien, je suis juif, je suis musulman. Une religion n'est pas un patch identitaire. Et toutes les guerres de religion, elles partent de là, hein. Elle part de « Oh là là, tu as osé critiquer ma religion, donc tu m'as attaqué moi, donc tu as attaqué une part de mon identité. » Non, stop, quoi. Une religion, c'est un chemin que vous empruntez, que vous êtes le seul à connaître,
parce que c'est votre chemin, c'est pas le chemin de tout le monde, c'est votre chemin, il est unique, et si quelqu'un le critique, c'est son problème. Si quelqu'un dessine, je sais pas, votre prophète, c'est dans sa tête, c'est le prophète, mais dans la vôtre, non, c'est un trait de crayon. C'est bidon, c'est nous, si vous voulez. Il y a un proverbe arabe qui dit la beauté est dans le regard, dans l'œil de celui qui regarde. Pareil pour la laideur et pareil pour les caricatures. Tout ça n'existe pas en réalité, et c'est nous qui chargeons ce que nous recevons d'une valeur qui nous est propre en fin de compte. Donc, le statut de victime n'existe pas. Et c'est un patch identitaire, il faut absolument en sortir. À un moment donné, vous avez été victime. Comme je le dis dans l'interview, il est important de reconnaître, oui, j'ai été victime, c'est vrai, parce qu'à partir de là, je vais sortir de ça, et donc le statut tente à disparaître. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas vous considérer comme une victime, mais comme quelqu'un qui a été victime. La nuance, elle peut paraître un peu subtile, elle est énorme en réalité. C'est une problématique narcissique, et c'est cette problématique qu'ensemble, nous essayons de dépasser. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires, je pense que je vais refaire de nouveau à la rentrée un webinaire auquel vous pourrez tous participer. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.